Eh bien bonjour pour ce nouvel épisode des Instants T. Voilà, Instant T, épisode numéro 2. On pense que ça va être un très bel épisode, tout simplement parce que là, ce qu'on va goûter aujourd'hui, ce qu'on vous réserve pour cette nouvelle session, c'est du très très lourd. En termes d'originalité, en termes de rareté, c'est du très très lourd. Moi-même, je vais découvrir, c'est parti aussi de l'Instant T, c'est que je vais profiter en même temps que vous de ce moment magique. Donc, toujours sur le terroir japonais. Je vous promets, prochainement il y aura d'autres thèmes que l'été japonais, hein. Je sais que ça a été demandé sur la chaîne, mais là effectivement on va jusqu'au bout des choses. Ne faisons pas patienter plus longtemps les personnes qui nous regardent. Nous allons aujourd'hui parler de bancha japonais. Et attention, quand on parle de bancha, ce n'est pas toujours évident de savoir de quoi on parle. Pourquoi, me diras-tu ? Tout simplement parce que bancha désigne deux choses assez différentes. On va dire que dans l'utilisation, l'acceptation commune, le bancha est un thé de seconde, troisième, quatrième récolte, donc de récolte moins prestigieuse la plupart du temps. Et effectivement, ça peut être ça le bancha, c'est-à-dire des feuilles plus grossières que le sencha, des feuilles qui ont eu le temps de prendre de l'âge, perdent en théine, perdent aussi en goût, en finesse par rapport à des bourgeons de printemps qui vont être souvent aromatiquement plus intéressants. On a cette image de thé de seconde zone, de thé plus classique. Plus populaire. Voilà. Les thés bancha sont souvent utilisés pour les mélanges parfumés, revendus aux grossistes pour faire du thé à moindre coût. Donc voilà, les bancha, c'est souvent ça. Maintenant, il existe de très bons bancha, dans le sens où si la récolte est bien faite, s'il y a beaucoup d'amour et de savoir-faire qui vont être transmis dans ces feuilles, et bien effectivement, on va avoir des bancha très très bons. Moi, j'ai goûté des bancha qui sont très bons. Donc bancha, c'est pas forcément un thé mauvais ou un thé de basse qualité. Ils sont juste plus accessible. Voilà, c'est souvent plus accessible, à part pour des jardins confidentiels. Après, ça dépend aussi qui les vend. Mais voilà, les bancha, c'est des thés accessibles, c'est des thés du quotidien, des thés du peuple, du thé des petites gens. Et effectivement, cette description convient aussi d'une certaine manière à l'autre type de bancha dont on va parler aujourd'hui. Ce sont les banchas régionaux, les banchas traditionnels régionaux. Ces thés-là, c'est des espèces de petites curiosités, c'est le cas de le dire, au milieu du paysage du thé japonais, tout simplement parce qu'il s'agit de thés anciens, issus des campagnes japonaises. Donc c'est des thés qui sont issus d'une tradition, d'un savoir-faire des thés japonais dans les campagnes. C'est-à-dire que le thé japonais tel qu'on le connaissait dès l'apparition de thés assez prestigieux comme le matcha, puis après, beaucoup plus tard forcément le sencha, gyokuro, etc., n'étaient pas des thés accessibles au commun des mortels. C'était des thés qui étaient réservés à l'élite, qui coûtaient énormément cher. Le Roncha de Kyoto, c'était seulement la cour, puis après le shogun, et puis tous les hauts dignitaires, les nobles qui avaient accès. C'était produit en assez petite quantité, bien sûr, les moyens n'étaient pas les mêmes qu'aujourd'hui, et surtout, ça coûtait un prix monstre. On a encore des témoignages, des archives de l'époque Edo où il y avait des thés matcha ou même après petit à petit les sencha qui apparaissaient à des prix exorbitants. Donc effectivement, les thés qu'on connaît nous aujourd'hui, qui nous paraissent normaux, voilà, un sencha, vous pouvez en acheter pour un prix tout à fait correct un peu partout maintenant, et bien à une époque c'était faramineux. Par contre, il existait dans les campagnes, auprès des petits paysans comme ça, qui avaient très peu de choses, un savoir-faire ancestral, régional. Pourquoi ? Parce que il se transmet de génération en génération et il est comme une part entière du terroir d'où il vient, de la tradition, voilà, on va dire, cet esprit rural. Donc ça n'a rien à voir avec ce à quoi on est habitué aujourd'hui. Donc on va goûter cette fois 4 thés, 4 banchas régionaux, et vous allez voir que effectivement, ce dont on parlait, le savoir-faire ancestral, les traditions vont se retrouver de manière très différente dans ces 4 thés qui n'ont rien à voir. Vraiment, là-dessus, ils n'auront rien à voir les uns avec les autres. Donc on va commencer tout de suite. On vient de faire bouillir de l'eau parce que vous allez voir, qui dit méthode, on va dire très rudimentaire, dit aussi une eau très chaude parce qu'ils n'avaient aucun moyen de se dire bah l'eau elle est à telle température, ils n'avaient pas du tout ces connaissances-là, donc c'est des thés qui sont faits pour subir des grandes chaleurs parce que la manière dont ils ont été produits de toute façon c'est fait de manière tellement brute, tellement... Voilà, c'est vraiment brut, naturel, authentique. Quoi. Voilà, voilà, c'est comme si on faisait une dégustation de fromage ou de charcuterie et qu'on allait voir sur des produits
très brutes qui sentent la ferme quoi. Là on est sur l'équivalent en thé, donc on est très curieux et un petit peu dubitatif parce qu'on sait pas trop sur quoi on va tomber, mais je suis sûr que ça va va voir ce que ça donne. Voilà, donc on va commencer. Donc pour le coup là j'ai pensé à un ordre parce que comme on est sur des types de thé très différents, faut quand même y penser. De la même façon qu'on avait fait le thé fumé au premier instant T en dernier pour pas se buter le palais, et bien là pareil, il y a des thés qui sont ici fermentés. Il faut faire très attention avec les thés fermentés. C'est plus fort. Voilà, il y a une grosse empreinte, ça reste en bouche, donc il ne faut pas commencer par ça. Donc il y a 2 thés sur 4 qui sont fermentés et les autres ont plutôt des processus de torréfaction. Donc ça va être très doux au palais, ça va être bien pour commencer. Je propose de commencer par celui qui maintient un petit peu de cette pyramide. Voilà, c'est le Kyobancha. Alors le Kyobancha, on va expliquer tout de suite. Voilà, Kyobancha, ici sourcé par thé du Japon. Hein. D'ailleurs tous ces thés là me proviennent de thé du Japon, que je salue au passage. Hein. Merci Florent à nous transmettre ce savoir sur les banchas qui est en train de disparaître, parce que ça, on l'a pas encore évoqué, je reviendrai là-dessus sûrement à la fin, mais c'est des thés qui disparaissent. Et oui, face... Moi je ne connaissais voilà, pas. Tu connaissais pas, je suis sûr que plein de gens qui vont... je suis pas du domaine, mais je ne connaissais pas. Mais quand bien même, c'est indicateur, c'est-à-dire que déjà le grand public ne connaît pas, même les gens spécialisés dans le thé, je suis sûr que plein de gens vont découvrir en voyant cette vidéo, vont dire mais qu'est-ce que c'est que ça? Donc effectivement, de même que Florent œuvre beaucoup pour ne pas faire oublier ces thés, donner une seconde vie, peut-être essayer de les faire connaître, eh bien je me joins à cet effort. Même sans les avoir goûtés, j'ai déjà une tendresse pour ces thés-là. On commence par un thé qui, par contre, celui-là est plutôt bien connu. Et surtout dans la région d'où il vient. Donc effectivement ce thé-là n'a pas trop subi les aléas du temps. Il a encore une tradition bien vivante. Il vient de Kyoto et c'est le fameux Kyobancha. Voilà, le Kyobancha ou Iribancha de son autre nom. C'est un thé effectivement qui encore est très vivace à Kyoto, qui se boit beaucoup en été glacé, qui se boit de plein de manières différentes. Et ce thé-là, on peut en trouver dans des boutiques spécialisées de thé à Kyoto. Donc c'est un thé, effectivement, pour ceux qui verront la vidéo, peut-être que celui-là le connaîtront. On voit la taille oui, déjà. Immense des feuilles, on peut l'imaginer, et donc de ce paquet, là il n'y a que, pour vous indiquer, 150 grammes. Donc 150 grammes, normalement sur un paquet de sencha ça peut tenir comme ça. Là on est sur le double voire le triple de la taille. Donc on peut imaginer que c'est des feuilles qui ne sont pas affinées, qui ne sont pas malaxées, qui ne sont pas roulées ni façonnées. Brut. Voilà, c'est vraiment brut. Donc je sais même pas si j'aurai assez de place sur mon petit présentoir pour les présenter visuellement. Alors... Ah là là. Ah oui. Ah je m'attendais pas à... Je m'attendais pas à ça. Ah oui. Oh là là, les parfums qui s'échappent. Alors là, on peut vous dire, ça sent le charbon de bois. Oui, c'est ça. Ça sent le charbon de bois, mais derrière, il y a quelque chose de très subtil, de presque un peu fleuri. J'aime beaucoup cette... Ça m'étonne pas du tout. Ça ne m'étonne pas du tout. Donc sur ce Kyobancha, on est sur des notes, je trouve, fumées. Mais fumées de charbon de bois. Vraiment, on a quand même ce côté boisé. C'est incroyable parce que quand tu regardes, t'as l'impression que t'as juste ramassé des feuilles en forêt. Exactement, des feuilles mortes en forêt, on va le montrer de plus près. Les feuilles sont quasiment entières. Je ne m'y attendais pas du tout. Voilà. Alors là, ça m'a... Évitez d'en mettre partout parce que ça va être compliqué. Et bah voilà. C'est fait, il y en a partout. Je vais tout de suite refermer. Et alors on va avoir les mêmes problématiques, même peut-être encore pire que pour le thé blanc. C'est que comme c'est très grand, très volumineux, ce qui te paraît être 2-3 grammes, en fait c'est peut-être 1 gramme. Oui. Donc, oui, c'est difficile de... Je pense que je vais peser. On va peut-être récupérer la balance qu'on a juste à côté. Mais donc les feuilles sont carrément, mais on dirait qu'elles ont été calcinées, quoi. Dû au fait que, voilà, on est sur du matériel rudimentaire pour les chauffer et pour les torréfier. Donc il n'y a pas du tout un contrôle de la chaleur. Pour un Rodicha par exemple, il y a un espèce de rouleau qui va tourner comme ça automatique pour que tout soit bien uniforme, homogène. Là on sent que il y a la flamme qui a été mise et puis c'est tout quoi. Et puis au petit bonheur la chance, on voit ce qui se passe. Une un peu plus grande théière dans ce cas-là, parce que sinon...
pour faire dans cette grande théière. Voilà, Super. 3 grammes. Ok, c'est parti. Donc là, au moins, on va vraiment faire un petit fond, mais au moins les feuilles auront la place. Température de l'infusion, nous sommes toujours quasiment sur des 100 degrés. Vraiment, c'est des feuilles où il faut les... Faut les cramer. Voilà, faut les choquer un petit peu. Du coup, ce que je fais, c'est que je vais doser avec ça. Comme je sais que ça, c'est 100 ml. Donc là, j'ai 100. Et je remets la moitié à peu près. Moi, je pense que c'est bien qu'on le fasse concentrer. Et là, le temps d'infusion, on va partir sur 60 secondes. Donc 1 minute seulement. Une petite minute. Oh là là, on a l'impression Ça fume déjà. que c'est la fumée qui ressort des feuilles qui ont été brûlées. Allez, il est 54, on est parti. Je sais pas du tout à quoi m'attendre. Moi non plus, j'ai aucune idée. L'odeur me plaît. Le goût. C'est vraiment la théière familiale qui est plutôt fait pour des grosses quantités. Alors déjà, on va ressentir, oh là là, mais c'est incroyable la fumée que ça fait. Oui. J'ai vraiment l'impression qu'il y a de la fumée qui était, c'est impossible physiquement, mais qui était contenue dans les feuilles, parce que la fumée est tellement épaisse et tellement opaque Et que ça la dégage. ça la dégage à nouveau à l'infusion, c'est incroyable. Alors visuellement, ça ressemble un petit peu à du Hojicha. Hein. Et il y a aussi des branchages, hein. Il y a des, enfin, Ouais. ils sont immenses même, hein. On dirait des vraies branches de thé. Ah oui, c'est brut. À quoi ça me fait penser ça? Ça me fait penser au bois brûlé, Mm. au liège presque. Il y a un côté liège, bouchon de liège. Ouais, enfin, je vais le dire, ça y a un côté barbecue, à un moment faut dire ce qui est, il y a vraiment un côté barbecue. On se fait un petit barbecue. C'est assez incroyable. Au niveau de la liqueur, ouais, on retrouve ça. Hein. On retrouve la même odeur, je trouve quand même. Il y a presque un côté poêlé de champignons, ou je sais pas si tu vois ce que je veux dire, il y a un côté un peu humus. Si, je vois. On va goûter ça. Oh, c'est pas mal du tout, hein. Alors c'est très très bon. Et c'est très différent de tout ce que j'ai pu goûter jusqu'à aujourd'hui. Donc, Pour moi aussi. Alors, un truc à noter, c'est que contrairement à Hojicha, la liqueur est très claire, je trouve. Oui, c'est très 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 clair. Et ça, je pense que c'est dû au fait que comme les feuilles sont très peu façonnées, très peu cassées, il y a peu de tanins qui s'infusent. Oui. Ce qui fait que, effectivement, comparé à un Hojicha qui est beaucoup plus façonné, où la feuille va libérer plus de couleurs, là, on a l'impression qu'il est assez translucide, quoi. Et alors, on a des petites particules presque de charbon, presque, enfin de feuilles brûlées à l'intérieur, qui vont apporter, je trouve, un côté un peu gourmand. Le goût est quand même subtil. Ouais, c'est ça. C'est doux et ça vient au fur et à mesure, c'est progressif. Ouais, moi je suis dans la campagne, le feu de bois, le feu de feuilles mortes. C'est très réconfortant. C'est ça. C'est un thé très réconfortant. Moi je le vois avec un petit plaid sur moi, avec la neige qui tombe par la fenêtre. Là j'ai eu la faim, exactement. Quoi. C'est le thé des neiges quoi. C'est Là ça. j'ai la faim, j'ai eu les petits morceaux de brûlé là. Et La alors toute c'est fin, moi j'ai pas c'est encore super. faim. Mais derrière, il y a quand même une rondeur je trouve. Moi il y a encore des choses qui se jouent sur la langue et dans le palais là. Oui, il y a quand même, ça reste encore un petit peu. Une belle empreinte qui n'est pas une empreinte de brûlé, qui est une empreinte chaleureuse avec un petit côté derrière qui va travailler, on le disait tout à l'heure, le côté champignon, le côté forestier. Moi j'ai un côté forestier qui me reste en bouche. Ça doit très bien se mélanger, oui, avec le champignon. Ouais, Un petit plat ouais avec champignon, une petite du poêlée de riz, champignons, ouais, exactement, un riz aux champignons. Ça pourrait te faire un très bel accord thé. Ah oui, alors là je conseille petit riz champignon avec ce thé. Parfait. Exactement. Et là, du temps que les feuilles se refroidissent, il y a d'autres choses qui ressortent. Moi ça me fait penser aux noisettes. Oui, j'allais le dire.
noisettes, noix, et je vais même plus loin, ça me fait penser à une famille des cucurbitacées, et notamment une des courges, je sais plus laquelle, qu'on dit qu'elle a un goût de noisette. Ah oui, là, moi, c'est la noisette. Il y a un côté courge, ouais, vraiment, moi je sens la courge. Tu vois le côté. Oui, mais moi, vraiment, c'est la noisette qui me vient en premier. Donc, les feuilles utilisées, c'est des feuilles issues de la taille des théiers. Donc, comme je t'expliquais tout à l'heure, en fait, il y a une taille assez majoritaire qui est réalisée après les récoltes principales, donc notamment récolte de printemps, d'été. On coupe vraiment très bas. Moi j'y étais justement après la Nibansha, qui est la deuxième récolte au Japon l'été dernier. Bah, effectivement les arbustes étaient minuscules parce qu'ils venaient d'être taillés. Et c'est une taille régénératrice, c'est une taille qui va permettre en fait de régénérer l'arbre. Au lieu de jeter ces feuilles qui ne servent à rien du coup, parce qu'on les a vraiment taillées pour pouvoir régénérer l'arbre, et bien bah, c'est voilà, mode Tainai au Japon, trop bon pour être gâché, on ne peut pas gâcher les choses. Ce thé là qui est né à Ujitawara, donc vraiment il vient de Ujitawara, c'est vrai qu'on n'a pas précisé le terroir, j'ai dit région de Kyoto mais c'est Uji, il y a énormément de champs de thé là-bas, et effectivement bah, au lieu de jeter ce thé là, on en fait du kyobancha. Donc les feuilles sont étuvées, stricto sensu, au niveau technique c'est du thé vert, voilà, comme un Hojicha. Ensuite, elles sont séchées au soleil. Il y a une phase de séchage mécanique, donc ça montre que ce thé-là, quand même, a traversé les époques, contrairement à d'autres bancha qu'on verra qui sont, en fait, il n'y a vraiment aucun aspect mécanique dans la production des autres bancha qu'on va présenter. Mais celui-là, effectivement, a pu vivre dans l'air de son temps et puis bah, tirer profit des avancées technologiques. Ensuite, elles sont les feuilles fortement torréfiées, fortement grillées, là on peut le dire, hein, vraiment presque calcinées. Donc ça me laisse presque un côté piquant en bouche là, tu vois, qui me travaille. Comme après un barbecue, quand tu as bien fait griller ta viande ou tes légumes, voilà, tu gardes les poivrons grillés, tu gardes bien l'empreinte. Et on parle aussi parfois d'une empreinte d'encens. Donc c'est vrai que j'y avais pas pensé. Encens, c'est peut-être ce côté bois d'encens que je sentais dans les feuilles. Oui. C'est vrai que quand on y pense. Oui, mais une fois qu'on y pense, on le sent bien. La cendre d'encens qui vient de brûler quand tu éteins l'encens. Ouais, cette sensation. C'est pour ça que j'adore en fait. Parce que j'adore l'encens. Je m'y attendais pas, mais j'aime beaucoup. Ouais, franchement, c'est une super belle découverte. Ah, c'est validé de fou. C'est peut-être ce qui explique pourquoi il est encore très populaire. Parce qu'il est vraiment chaleureux, facile à boire, très agréable. Donc dans une région comme le Kansai, où on boit déjà beaucoup de Hojicha, ça m'étonne pas qu'un homologue comme ça, typiquement campagnard, soit aussi populaire. On va passer tout de suite au deuxième thé, après cette première découverte qui annonce du lourd. Ah oui, je valide. La suite va peut-être être un peu plus difficile. Enfin, le deuxième ça devrait aller, mais... C'est celui-là? Celui-là, ouais. Mimasaka Bancha. Voilà, gros paquet aussi, donc on peut imaginer à nouveau des feuilles quasiment entières qui n'ont été brisées que par la force des choses, mais pas volontairement. On est, pareil, on va être sur à peu près les mêmes paramètres de... 3 grammes, voilà, 3 grammes, ml. voilà, 100 degrés. La même chose. Donc là, on se retrouve dans la préfecture de Okayama, plus précisément à Mimasaka, d'où il tire son nom, Mimasaka Bancha. C'est sur Honshu, assez à l'ouest, hein, ça a l'air d'être encore plus à l'ouest que Kyoto. Je connais pas du tout ce coin-là. On va ouvrir ça tout de suite. Oh là là, oh là là, très très différent. Du même aspect, mais la couleur est uniforme. Je crois que celui-là est fermenté. J'aime vraiment bien. Je sais pas quoi en penser pour l'instant. Je sens du pruneau, toujours sur thé du Japon. Elles sont très foncées les feuilles. Ouais, très très foncé, ça je pense que c'est un processus de fermentation. C'est gourmand. Oh attends, à quoi ça me fait penser? C'est gourmand. Ouais, c'est gourmand. Ça me fait penser un peu à la pâte miso, qui est justement du soja fermenté. Ouais, ça sent le miso, presque la cacahuète, l'huile d'arachide. Tu sens que d'ailleurs c'est huileux, hein. Ouais, ça me fait penser à du brownie. Oui, moi ça me fait vraiment penser, tu sais, aux crackers japonais, les petites boules qui sont croquantes, ouais. Ça me fait vraiment penser à ça, mais ça a l'air exceptionnel. Hein. Donc, ce bancha là, il est réalisé à partir de récoltes d'été. Très différent du kyobancha, où on est sur la récup. Là, on choisit une récolte d'été. Les feuilles vont d'abord être bouillies, puis elles vont être étalées sur des nattes pour être séchées au soleil. Des nattes de paille, c'est ça? Voilà, c'est des nattes de paille, souvent de la paille de riz, hein, comme on utilise pour les tatamis. Selon l'état
du séchage, on arrose plusieurs fois les feuilles avec le jus du bouillon des feuilles fraîches. C'est ça qui va faire ce côté huileux. Parce que donc on a fait bouillir les feuilles, le bouillon on ne le jette pas, c'est pareil, on le garde. On va venir arroser les feuilles de Mimasaka Bancha avec ce bouillon de feuilles de thé. Réinjecter comme ça cette matière de feuilles de thé sur les feuilles de thé elles-mêmes. On est sur un type de thé qui s'apparente au thé jaune puisque il y a une sorte de fermentation par un liquide avec ce procédé assez unique. C'est parti pour l'infusion du Mimasaka Bancha. Alors le temps c'est 40 secondes donc je pense qu'on peut déjà verser. Ah, il est plus sombre que l'autre tout à l'heure. C'est terminé au niveau de la production sur une torréfaction. Et effectivement, le procédé qu'on a expliqué juste avant, de venir mettre du bouillon de thé sur les feuilles fraîches, ça va donner cette couleur caractéristique et surtout cette brillance, ce côté luisant de la feuille qu'on a vu tout à l'heure qui était assez impressionnant. Ah, moi je reste, oui, il y a un côté un peu minéral, mais moi je reste sur mon pruneau. Moi je suis vraiment sur le pruneau là. Fruits séchés, ouais, un phare breton quoi. Ça sent le phare breton ce thé. Ah bah c'est officiel, ce thé sent le phare breton. Très bon pour la digestion. Effectivement. On va voir si ce thé là aussi. Et tu vois par contre au niveau de la liqueur, je trouve que c'est plus la torréfaction qui ressort. Allez, dégustation de ce Mimasaka Bancha. C'est parti. Je dis rien parce que ça se développe. Ouais, exactement. Il est très différent, mais... Qu'est-ce que c'est agréable aussi. Hein. Voilà, c'est la même ambiance, la même atmosphère qui est créée ou qui est autour de ça. Le goût est différent. Je trouve qu'on retrouve en attaque, tout début, vraiment la note de tête, le côté fruité, mais derrière c'est vraiment plein d'autres choses qui se passent. Ouais, moi j'ai la paille, parce que moi ça me fait penser un peu à l'odeur du rotin. Oui. Le rotin, bizarre comme note aromatique, mais voilà. Non, est-ce que c'est pas ces nattes sur lesquelles des feuilles sèches qui vont un peu imprégner les feuilles? C'est vrai le rotin, que je connais très bien en matière de décoration. Il y a un peu astringent, donc ça rejoint ce côté bois sec. Et tu parlais de minéralité, c'est vrai que je vois un peu ce que tu veux dire. On le retrouve moins là dans la liqueur. C'était très subtil, ouais. Mais voilà, il y avait une petite... C'est une roche un peu calcaire, une roche un petit peu frayable. Petite préférence pour le premier. Ouais, pour l'instant. Mais j'aime beaucoup le deuxième. Je pense que j'ai une préférence pour le premier parce que c'est plus un easy to drink. Mais celui-là, j'ai quand même l'impression qu'il... Son côté caractériel et surtout son côté unique le rend peut-être plus intéressant que le premier. Là, le premier, c'est confortable comme thé. Là, ça déjoue un peu... Je me sens à la ferme. Je retrouve ma famille de fermiers, avec la paille, les animaux. Ouais, il y a tout le côté rustique, mais je trouve quand même qu'on garde un côté fruité en attaque, là, quand j'en rebois. Presque le raisin sec aussi, que j'ai pruneau, je reste là-dessus, sur des fruits comme ça séchés. Moi j'aime bien la petite astringence à la fin, je trouve ça... C'est une expérience en plus pour le palais. Et la couleur est vraiment plus foncée. C'est vrai qu'on n'a pas parlé des liqueurs, mais beaucoup plus foncé effectivement. Elle est un peu rougeâtre. Un peu comme un Hodicha. Franchement, plus je le bois là, tu vois, plus je l'aime celui-ci. Et bah il est très bien ce Mimasaka Bancha. Et là pareil, il y a des branchages aussi à l'intérieur. Je fais comme le thé à la menthe. Là tu montes, il faudrait presque un ascenseur, tu sais, on charge. Elle arrose aussi la table. Ça se rapproche fortement des arômes d'un Hodicha. Ça je suis d'accord, mais il y a un côté fruité que le Hodicha n'a pas. Et ça je pense vraiment que cette espèce de fermentation causée par le bouillon de thé qui vient l'apporter. Moi les fruits me viennent maintenant. Ouais tu vois. Moi je pense à, alors je sais pas si c'est ces fruits là auxquels je pensais, aux fruits rouges. Ah fruits rouges j'avais pas, tu vois non. Genre, on sent pas les mêmes choses. Oui je vois peut-être sur la longueur la fraise peut-être. Et rétro-olfaction ça c'est vrai. Tu vois là, au fur et à mesure que tu bois, t'as des choses qui arrivent derrière. Ça vient au fur et à mesure, à force de boire. Exactement, bah comme souvent les bons thés fermentés, ça se passe souvent dans la rétro-olfaction. Beaucoup de se dévoilent pas tout de suite. C'est là que je pense qu'il y a des composants qui continuent à jouer en bouche en fait, sur la longueur. Rafraîchissant d'été,
peut le faire en glacé aussi, je pense qu'il peut être Celui-là, très bon glacé. on peut le faire en... Ouais. D'accord. Celui d'avant aussi d'ailleurs. Je pense qu'on a commencé avec les plus faciles d'accès, on va dire. Ouais. Voilà, on va rentrer dans les choses un peu plus complexes. On va voir si le visage change. Voilà, ça se verra sur notre visage. Le prochain thé, troisième thé, Goichicha. Celui-là m'intrigue beaucoup. Donc, ce thé-là est de Otoyo. Et le troisième Otoyo. Préfecture de Kochi. Et vous allez voir au niveau de la forme, ça n'a strictement rien à voir. Donc là, c'est plus petit le sachet. Ouais, on en a beaucoup moins. Effectivement. Mais Ouh là là, il me fait peur celui-là. oui, c'est. Ah oui, c'est sous forme de petits carrés. Sans. Ah si, ça donne envie. Hein. Ça te donne envie ça? Ça c'est vraiment l'odeur de la fermentation. Ils sont sous forme de petits Oui, carrés c'est des compacts. petits carrés compacts. On dirait de loin des écorces d'arbres. C'est ça. Mais alors oui, C'est, ça sent la fermentation quoi. Ça sent comme peut sentir le natto, comme peut sentir certains fromages. Plus je le sens, moi je l'aime. Celui-là, il peut faire un peu peur. D'après ce que j'ai lu, du coup, il peut avoir un côté acide. C'est vraiment étonnant. La question est de savoir est-ce qu'il faut l'émietter. Ah non, effectivement, il ne faut pas l'émietter. Parfum aigre et camphré. C'est joliment dit. J'ai surtout le aigre. En fait, ça sent un peu le vinaigre, quelque part. Toi qui adores. Donc normalement, c'est un thé qu'il faut faire bouillir. Oui. Effectivement, comme il a été façonné d'une certaine manière, Mm. je vais vous expliquer un petit peu comment il a été fabriqué juste après. Il a été au final formé comme un espèce de carré, Oui. un petit peu comme on façonne les puers, en galette, en nid, tout ça. Donc on retrouve cet héritage-là un petit peu, mais il faut du coup du temps pour que Oui. les feuilles s'ouvrent avec ça. Parce qu'on va pas piquer une espèce de petit carré, comme on le fait pour le puer, pour l'émietter. Puisque comme les feuilles sont entières et gigantesques, en fait, tu morcellerais les feuilles et tu feras sortir sûrement les tanins et d'autres choses qu'on veut pas. Donc là, il faut laisser l'eau chaude, à force de temps, faire ressortir les parfums et surtout délier la feuille, les quelques feuilles roulées entre elles. Ça va se déployer tout Voilà, doucement. ça va se déployer tout doucement, tout en restant quand même assez compact, je pense. Oui. Et au niveau du temps d'infusion, 2 ou 3 minutes. Alors qu'est-ce qu'on sent déjà? C'est plus léger quand même. Là, c'est une odeur plus subtile, plus douce, plus. Ah, attention, sang à l'intérieur. Ou pas. Mais il y a un côté un peu fruité qui ressort plus. Parce que l'odeur ne m'attire pas forcément. Ouais, c'est vraiment la bouffe fermentée quoi, c'est vraiment... Mais derrière, il y a quand même quelque chose, je trouve. Voilà, je suis vraiment dubitatif. Mais je retrouve ce côté un peu fruité, c'est olive macérée, un peu tannique quand même, au niveau de l'odeur. Ça fait penser à un miso assez fort, Oui. ça fait penser à des champignons. Ouais. Et ben on va goûter ça. On va tester. Voilà. C'est assez clair quand même. Ouais, C'est un entre-deux. Par rapport à... à tout à l'heure, ouais. au C'est premier moins. et au deuxième thé, c'est un entre-deux au niveau Parce que le tout premier était très transparent, de... Ouais. le deuxième un peu plus. Rougeâtre, et là Ouais. c'est jaunâtre. Ouais, C'est c'est ocre. ocre, ouais. Un peu orangé presque. Alors apparemment la première infusion elle pique. Elle est assez acide. Donc on va voir. Ça m'intrigue vraiment. Ah là tu vois, je le trouve un peu plus attirant. Moi aussi. L'odeur m'attire plus. Là j'ai l'olive, ouais, je suis vraiment sur l'olive. Bah c'est parti. On goûte. Sur l'olive, le vin un petit peu, Ah oui, fort. là l'odeur me plaît plus. Hein. C'est pas mal, hein. Eh bien c'est bon. C'est pas si mal que ça, hein. Je m'attendais pas du tout à avoir un goût comme ça. C'est marrant parce que je retrouve à nouveau un peu des fruits noirs macérés, la prune, le cassis.
La prune. Ouais. Et l'olive aussi, je trouve qu'il y a un côté olive. Oui, enfin. C'est bon en fait. En fait, l'attaque est un peu dure. Oui. Il y a le côté fermenté, quoi. On s'y attend pas, mais une fois qu'on passe ça, Ouais. eh bien, c'est pas mauvais du tout. Bouche, il est très expressif. Comme quoi, ça peut être très différent en fait. Une odeur qui nous attire pas forcément peut être un goût qui nous plaît. Voilà, ouais, c'est deux choses vraiment différentes. Hein. On dit qu'il y a toujours deux dégustations. En ce qui concerne le thé, c'est la même chose pour le vin, le nez et le palais, quoi, qui sont deux univers très différents. Et c'est vrai que c'est un peu comme la choucroute ou d'autres aliments fermentés, ça peut sentir mauvais, mais c'est pas si grave, c'est pas si terrible quand tu comme le manges. Comme le fromage. Exactement. Les poisses. Ouais, c'est désagréable à sentir, mais à manger c'est bon. Voilà. Enfin, moi j'adore. Les Japonais diraient pareil pour le natto. Moi c'est vrai que ça me fait aussi beaucoup penser au natto, ce thé-là, parce que il y a ce côté, à l'odeur c'est... Et à manger, le natto c'est pas si terrible que ça aussi. C'est-à-dire qu'il y a un after qui est désagréable, là c'est le contraire, l'after est très agréable. Mais c'est le démarrage qui est un petit là le démarrage est un peu Le démarrage est acide, voire âpre. Il y a un côté vin un peu râpeux, sans le côté tannique. Parce que là il n'y a pas de tanin, très clairement. J'aime quand même beaucoup plus les deux premiers. J'aime les autres aussi. J'aurais pas le réflexe de me dire je me fais un goichicha. Voilà. Mais si on m'en fait un, si il y a une invitation quelque part, oui, mais j'irai pas de premier abord forcément aller chercher ce goût. Je pense qu'il doit être meilleur bouilli en fait, voire même comme il est pensé à la base, c'est-à-dire en tant que bouillon pour préparer du riz dedans par exemple. Oui. Je pense que comme justement il est très caractériel, pour la cuisine, je pense qu'il peut être ça intéressant. apporte quelque chose. Mais il a le mérite d'être un truc que j'ai jamais vu de ma vie. Tu vois, enfin avant on pouvait comparer à d'autres trucs qu'on a déjà vu, Rudicha, là non, là c'est vraiment, j'ai jamais bu un truc comme ça dans le monde du thé. C'est tout l'intérêt de certains thés, dont celui-là, c'est d'avoir quelque chose d'unique et de très différent qu'on va pas retrouver n'importe où. Et puis ça vient un petit peu travailler notre palais. C'est quand même 2 mois de fabrication pour obtenir ça. Donc si en plus derrière les gens aiment pas, c'est embêtant. Donc effectivement, quand on boit ça depuis enfant, on doit être habitué et trouver ça très très bon, c'est toujours la même chose. Donc 2 mois de fabrication. Les feuilles sont dessiquées, dessiccation des feuilles. On est sur un thé qui est qualifié de thé sombre, donc un petit peu comme les pu'er, c'est à peu près la même catégorie. Mais le pu'er a quand même, je trouve, ce côté plus accessible, même s'il y en a qui sont très forts. Là par contre c'est une expérience en soi, quoi. Ça tu peux pas le mettre dans tous les palais. Il est astringent aussi, non? Ouais, c'est vrai. Ouais, là dans la longueur j'avais pas senti, mais là effectivement il est astringent. La dessiccation des feuilles se fait à même les branches, on va même pas s'embêter à enlever, alors vraiment on voit le côté rural et très simple des choses. Après, fermentation sur des nattes de paille pendant 1 semaine. Donc quand même, c'est du travail. C'est du travail et c'est du temps. Exactement. Ensuite, c'est enfermé dans des tonneaux, et là ça me fait vraiment penser au pu'er. C'est mis donc sous vide quelque part, en tout cas enfermé sans oxygène dans des tonneaux. Et le pu'er c'est pareil, dans des vases ou dans des contenants divers et variés, on fait vieillir comme ça. Bon là on n'est pas du tout sur le même temps que les pu'er, on est sur plusieurs semaines, voilà. Et après il est compressé, et là pareil, à nouveau, une similitude avec le pu'er qui est souvent compressé. Donc on peut imaginer que ce thé là doit être assez ancien, puisqu'il y a une méthode de fabrication qui ressemble à beaucoup de thé du Yunnan, où il y a énormément de pu'er. Et effectivement le Xuan Cha, qui est un thé chinois aussi qui ressemble beaucoup au niveau de la méthode de fabrication, ou bien aussi le Miang, qui là vient du Myanmar. Donc ça c'est vrai que on a l'impression que ça a été amené par un petit paysan chinois dans cette région du Japon, et que ça a été gardé et transmis de génération en génération avec le temps. Le Mimasaka Bansha, là c'était l'époque de Muromachi, la fameuse époque des guerriers, une provenance presque chinoise au niveau de l'influence. C'était une expérience vraiment incroyable, ce 3e thé. On va terminer avec encore autre chose. Le goût reste vraiment en bouche.
Comme s'il s'atténuait pas, mais qu'il restait jusqu'à ce qu'on Ouais. le remplace par un autre. Ouais, exactement. Donc c'est vrai qu'il vaut mieux pas Commencer par ça. commencer par ça, parce que... Quelque part, on aurait presque dû finir par ça. Mais comme le dernier, on va voir, la préparation va être assez ludique. Je voulais garder ça pour la fin. Donc on va tout de suite enchaîner sur le dernier. Le dernier, le packaging est juste Magnifique. magnifique. Je sais pas si- C'est Bata Bata Bansha. Le Bata Bata Bansha, qui s'écrit en katakana, ça doit venir d'une onomatopée. C'est souvent le cas comme ça quand on écrit en katakana des syllabes qui se répètent. Peut-être du fait que on va battre ce thé. Donc on va s'amuser, on va le battre. Comme le matcha. Bata Bata Bansha, ça doit venir peut-être du bruit du fouet ou de quelque chose comme ça. On peut imaginer plein d'histoires qui expliqueraient ce nom. Donc nous sommes à Asahi, au niveau de la préfecture de Toyama. Donc pareil, ça c'est des endroits où je n'ai pas eu l'occasion d'aller. Et il est classé comme un thé sombre également. Donc voilà, on a gardé vraiment les choses particulières pour la fin. Alors, commune de Asahi, le village de Birudan. Birudan, c'est connu pour le papier washi. Donc effectivement, c'est une des autres fiertés de ce coin-là du Japon. Aussi fabriqué à base de feuilles d'été. Donc c'est vrai que ça, on retrouve cette particularité-là. Les feuilles d'été sont quand même plus fruitées, un peu plus tanniques. Elles ont eu un peu le temps de grandir et de grossir. On va voir qu'elles doivent être assez immenses, les feuilles, vu la taille du paquet, encore une fois. Donc, elles sont coupées, puis étuvées. Pas d'oxydation. Pour autant, après, elles vont vraiment être fermentées. Donc elles vont être mises en intérieur. Donc presque dans un milieu à l'étouffer. Donc avec une pièce dont la température augmente, un petit peu comme le thé jaune, à l'étouffer dans des pièces, dans des lieux vraiment confinés. Donc les feuilles vont subir plusieurs, on va dire, étapes de fermentation. Donc c'est vraiment un processus assez complexe, issu d'un savoir-faire bien particulier. Et la pièce est pensée pour ce thé, c'est-à-dire que pour pouvoir faire des étapes de fermentation comme ça successives bien particulières, bah voilà, la pièce est pensée et on fait circuler les feuilles dans les différents coins de la pièce. Enfin, les feuilles sont séchées une demi-journée à l'ombre, puis au soleil. Donc pareil, c'est comme si tu respectais un cycle, d'abord à l'ombre, puis au soleil. Donc on voit que c'est quand même des thés peut-être qu'ils n'avaient pas beaucoup de moyens, mais les paysans quand même, ils lésimaient pas, ils y allaient et ils mettaient beaucoup d'ingéniosité pour trouver quelque chose de précis. Il y a toute une réflexion. Voilà. Et je trouve que c'est typiquement, voilà, on retrouve typiquement l'esprit japonais de rigueur et puis de précision. Totalement. Qui va sûrement se sentir dans ce thé. Le thé est très ancien. Effectivement, on peut à nouveau imaginer une influence chinoise, surtout parce que nous sommes dans l'époque Heian, et une époque très reculée, mais il y avait le fameux Heicha durant cette époque-là, qui avait été amené par un moine de Chine. Donc on peut imaginer que aussi cette méthode-là a été amenée à cette époque-là aussi. Donc, ce thé-là a pu être bu depuis l'époque Heian. Donc c'est très très vieux, c'est incroyable qu'on ait encore un héritage de ça entre les mains aujourd'hui en 2020. Donc vous imaginez la fabuleuse épopée qu'a vécu ce type de thé. C'est un petit trésor. Exactement. Il y a un premier élément historique qui parle de ce thé-là, en 1472. On imagine qu'il y a eu une consommation avant ça, bien avant ça, parce que l'époque de Heian commence dans les années 700-800. C'est un thé, comme on peut l'imaginer, qu'il puisse comme ça arriver jusqu'à nous, qui a été véhiculé par le bouddhisme. Donc il y avait des cérémonies bouddhiques en rapport avec ce thé. Sûrement comme ça, tout comme le matcha, qui a pu traverser les âges. On offrait toujours la première tasse à l'autel d'abord et après aux convives, à l'autel donc aux divinités. Il y a ce côté spirituel. Donc nous, bon, on a deux bols, on va garder pour nous ce thé, pardon les divinités, ce sera pour nous. Il va falloir faire mousser le thé. Donc faire mousser la liqueur. Donc on va voir un petit peu comment ça se passe. Je compte sur toi. Voilà, on va faire un nouvel atelier en fait. Voilà. Ah, c'est très joli la présentation. Il y a un sachet plastique à l'intérieur. Waouh! Oh, mais t'as vu, il y a carrément des taches blanches sur les feuilles. C'est incroyable. C'est que t'as un début de fermentation véritable, quoi. Elle est trop bien précis. Et la date n'est pas dépassée, 23 mai 2020. Il n'est pas périmé, c'est juste la fermentation. C'est ça. Waouh! Et bah écoute, j'ai hâte de goûter ça. Moi aussi. J'ai senti l'odeur là qui s'échappe. Ouais.
Ah, voilà. Ah bah ça j'adore. Alors ça, mais imaginez juste un puer, le puer le plus minéral, le plus sous-bois que vous avez pu goûter, bah imaginez-le, j'exagère peut-être, mais x2, x3. Oh là là, ça c'est une vraie fermentation. Ah oui, oui. Fermentation vraiment minérale. Champignons, Forêt. mousse, forêt quoi. Oh là là, ça a l'air génial. Ça donne vraiment envie. Ok, Je pense que celui-là... donc on est parti, on va tout de suite commencer l'infusion. 3 grammes, 70 millilitres, 100 degrés, 60 secondes. Il existe un ustensile spécifique fait de 2 chasen, donc 2 fouets matcha, qui sont collés l'un à l'autre. Il y a une portée symbolique. Donc en fait, il s'agit d'un me-oto chasen. Et le me-oto chasen, ça signifie littéralement chasen, mari et femme. Voilà. Comme sur la jolie illustration. Voilà, exactement. Je pense que c'est cette portée symbolique-là. Hommes et femmes. Hommes et femmes. Voilà, mari et femme. J'espère que c'est assez infusé. J'ai tout mis à toi. Ça va pas être évident de faire mousser ça. Hein. On va essayer. La liqueur est assez trouble. Je trouve Oui. qu'elle est un peu troublée. Enfin, pas autant que d'autres thés, mais allez, on va essayer. Alors ça fait des petites bulles, hein, mais rien à voir avec un matcha. Quand même, ça mousse un peu. Vraiment de haut en bas. Voilà, ah, pas mal, Margot. Ça mousse, ça mousse. Yes. Ouais, moi aussi, c'est comme ça bien moussé là. Je pense que c'est plus pratique avec le fameux bata bata. Forcément, c'est fait pour. Bon, ça ira bien. Ok, vite avant que la mousse. Ok, c'est mon préféré. Je te le dis direct. J'ai l'impression d'avoir bu la tasse d'une eau qui sort d'une cascade. C'est Je mon sais pas si deuxième tu vois. préféré. Après le premier, le tout premier. Et alors sur la finale là, une rémanence, une longueur. J'ai l'impression d'être dans un bain d'eau de source, plein de minéraux. Oui, 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 oui. Je m'imagine même très bien. J'ai l'impression d'être partie en vacances. Petit bain d'eau de source, détente. Oui, presque une expérience de onsen. C'est ça. Et presque ce que je regrette, c'est que comme on le secoue, il perd en température et j'aimerais presque qu'il soit plus chaud, tu vois. Il gagnerait à être encore plus chaud. Et c'est vrai que bah, normalement tu le fais bouillir quoi. Tous ces thés là, c'est des thés où en fait on fait presque pas d'infusion, on fait une décoction quoi. Donc, mais c'est vrai que c'est compliqué, on n'a pas le matos pour, mais c'est superbe. Faites-vous un petit bain chaud à la maison. Et vous prenez ça ensuite. Et vous pouvez aller vous reposer. Ah ouais. Vous serez détendu. Là, ça donne une idée. Il faut absolument qu'on aille dans ce coin-là du Japon, que je ne connais pas. Préfecture de Toyama, là, à Asahi. Il faut qu'on trouve un onsen là-bas et qu'on boive un bata matcha. Deal. En tout cas, c'est superbe. On tente peut-être une deuxième infusion avec un peu de sel et on termine là-dessus. Voilà, on tente, suivant la tradition. Jusqu'au bout. Exactement. Bien, moi je suis complètement détendue. Ah ouais, là c'était une très bonne fin ce thé. Et alors ouais, bah là c'est superbe. Je sens des falaises rocailleuses, des pierres qui dévalent la vallée. C'est d'une poésie. En fait, aujourd'hui, on a voyagé. Ouais, vraiment, on a voyagé à travers le Japon, voyagé à travers les campagnes, la montagne, les prairies. Magnifique. Magnifique. Ben, merci pour cette expérience. Bah merci à toi de la partager avec moi parce que c'est vraiment à la fois étonnant, désarmant, mais en même temps diablement agréable. Alors on va essayer de mettre une pincée de sel, on va essayer de bien doser le sel
parce que sinon on peut carrément foutre en l'air le thé. La minute est passée. Vas-y, c'est parti. My turn. Je pense que là on peut vraiment y aller un peu plus fort qu'un matcha. C'est pas évident, là moi j'en ai peut-être un peu trop pour que ça mousse bien. Avec le sel c'est pas mal aussi hein. Là tout de suite, juste avec une pincée de sel on tombe plus dans le bouillon. Oui bah là c'est plus consistant tout de suite. Et ça va finir, ça accroche plus. Ouais. De toute façon le sel ça fixe. C'est ça, ça fixe les saveurs. Tout de suite, on a l'impression de boire une soupe. Mais attends, tu peux faire des super soupes avec ça comme base de bouillon. Ça fait ressortir d'autres choses. Je trouve que ça le transforme. Ça le transforme vraiment, déjà au niveau de la consistance. Ouais. Mais aussi au niveau du goût à proprement parler. C'est vrai, ouais. En fait, tu sors un peu du minéral pour aller vers autre chose. Quelque chose de plus consistant. Oui. Bah, t'es sur la poêlée de champignons à nouveau. Et presque sur une soupe de champignons, presque. C'est ça. Il n'y a plus qu'à ajouter les petits champignons pour compléter. Et on est bon. Ah, là, tu vois, je l'ai bien fait mousser. Je l'ai comme ça. Ah oui. Bah, je suis déçue, j'ai pas réussi à le faire mousser comme ça. L'habitude. Voilà, j'étais sur la fin, bouillon de légumes, shiitake, vraiment ce champignon bien particulier japonais, shiitake, et j'ai aussi un côté poireau, artichaut, oh là là, pommes de terre un peu aussi, voilà, la soupe quoi, la soupe de légumes. C'est incroyable. Super. Je pensais pas que mettre du sel, ça l'aurait transformé comme ça. C'est comme si on avait eu une 5e dégustation en bonus. C'est vraiment à tester, hein. Ouais. C'est à vivre. Et justement, ça fait partie des modules sélectionnés pour les Curiosity Sessions. Ah, donc faut y aller. Donc il faut y aller. Les dates sont en train de se multiplier, de tomber un peu partout. Allez voir dans la description, tout sera marqué et mis à jour en temps réel. Et effectivement, bah, ça sera à mon tour voilà, de tenir l'office et de vous proposer une dégustation des 4 banchas que vous venez de découvrir en vidéo. Donc voilà, restez connectés, restez informés, parce que si on peut partager cette expérience à nouveau avec vous, en réalité, en réel, en concret, bah, ça serait voilà, génial aussi. En tout cas, merci d'avoir été sur cette vidéo, ça a été un plaisir à nouveau de faire ça avec toi Margot. Margot. Merci, plaisir partagé. Voilà, l'instant T, c'est ça, c'est tout ça, ce moment de partage. C'est un mélange de plein de choses. Si vous voulez vivre, vous pouvez grâce à ces ateliers. Exactement. Donc il faut suivre Curiosity. Exactement. Et pas lâcher. Parce qu'il y a plein de choses Pas qui lâcher, arrivent. ouais, il y a du lourd qui arrive. Continuez votre chemin sur la voie du thé. Prenez soin de vous et surtout buvez du thé nuit et jour. À très bientôt pour plus de curiosité.